Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche pendant 30 minutes. Et je reçois ce soir Laurent Richard, maire de Maule et conseiller départemental, président de la commission des finances. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Laurent Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né en 1954, vous êtes marié, père de 3 enfants. Après une carrière dans le privé, dans une société de conseil en organisation auprès des PME, puis au sein d'un cabinet de conseil en fusion-acquisition d'entreprises, vous êtes lancé dans la politique. D'abord comme élu municipal, premier adjoint et enfin maire de Maule, un poste que vous occupez depuis 2008. Vous êtes également, je le disais, conseiller départemental des Yvelines depuis 2008, en charge des finances. Et nous allons justement parler de la politique financière du département des Yvelines pendant cette émission, du rapprochement de notre département avec les Hauts-de-Seine, de l'actualité de votre commune et bien entendu des prochaines élections présidentielles. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors je le disais, vous êtes chargé des finances dans le département des Yvelines et vous avez été obligé cette année de prendre des décisions importantes, notamment cette hausse historique de la taxe foncière, plus 66%, la plus importante hausse en France. Pourquoi cette décision aussi radicale ? Alors pourquoi aussi radicale, pourquoi aussi forte d'ailleurs? Vous dites la plus importante hausse en France. C'est vrai qu'elle est extrêmement importante, extrêmement brutale, mais c'est en fait parce que les Yvelines sont le département qui a été le plus touché de tous les départements français, France et Outre-mer compris, par une je dirais, brutale également chute de ces dotations, une augmentation des prélèvements qui sont faits sur ces réserves, et également une augmentation assez forte de ces charges. Si on met tout, si on additionne la totalité, vous avez en baisse de dotation 132 millions, auxquels il faut faire face de baisse de dotation. Vous avez en fait, je crois que c'est 26 millions de plus de péréquation entre départements. Donc c'est nous qui donnons effectivement sur nos résultats à d'autres départements. Et enfin aussi une 40 millions, c'est 40 piles, de RSA en plus à servir qui ne sont pas compensés par l'État. C'est-à-dire qui sont des décisions de l'État que nous servons, mais sur les fonds du département, c'est-à-dire sur les contribuables du département. Alors ça a impacté évidemment la vie quotidienne des Alors, Yvelinois. Est-ce qu'il y a 200 millions, c'est énorme, mais Ouais. je voudrais vraiment Oui, insister sur ce point. Ça représente 20% de notre budget de fonctionnement. Notre budget de fonctionnement, on peut l'arrondir à 1 milliard d'euros. Donc 200 millions, c'est 20%. Donc c'est extrêmement fort, extrêmement brutal. Et il faut savoir qu'on a, on a peu de marge de manœuvre. Nos charges fixes sont de l'ordre de 800 millions, justement. 550 pour servir tout ce qui est social, c'est-à-dire justement le RSA, à la fois son service et puis l'accompagnement des gens qui sont au RSA. Tout ce qui est politique vis-à-vis des personnes disons, en manquant d'autonomie, c'est-à-dire en fait les personnes âgées, donc pour la PA, et les personnes handicapées, et puis en fait l'aide sociale à l'enfance en difficulté. Donc tout cela représente 550 millions au total. Vous ajoutez à cela un peu moins de 200 millions de masse salariale, pour laquelle on ne peut bien sûr rien, avec quelques éléments de charges fixes supplémentaires, vous arrivez à environ 800 millions. Ça, on ne peut pas y toucher. On n'en est pas maître, ce n'est pas nous qui décidons. Il nous reste donc 200 millions sur lesquels, effectivement, on peut éventuellement agir, et on va y venir peut-être. Bien sûr. Il n'y avait pas des possibilités de faire des économies Alors, on disait sur la justement, masse salariale, il n'y avait pas sur le fonctionnement du alors, département. il nous reste, toujours on est sur le fonctionnement, donc vous comprenez déjà qu'il y a 80% de fonctionnement qui est contraint. Et dans les 20% qui restent, qu'est-ce que l'on peut faire? On est relativement, effectivement, limité si on veut pouvoir continuer à agir et à entretenir les routes, à entretenir nos collèges, à donc réaliser nos missions fondamentales, à nous occuper effectivement du numérique. Tout ça sont des éléments sur lesquels il y a beaucoup d'investissement, mais il y a aussi du fonctionnement. On en parlera. Et en fait, on a pu faire, pour financer ces 200 millions de trous, si j'ose dire, de chute drastique de nos recettes en provenance de l'État,
On en finance par cette augmentation d'impôts 66% sur la part départementale de la taxe foncière. Ça représente une ressource pour nous de 130 millions à peu près. Reste 70. Dans les 70, on a fait à peu près 30 millions d'économies pour répondre à votre question. Alors ces 30 millions d'économies, les seuls points sur lesquels nous avons pu faire des économies un peu sensibles, c'est sur des aides que nous accordions effectivement dans des domaines qui n'étaient pas de notre compétence et que nous avons accordées à des périodes où effectivement nous étions dans une situation financière très positive, parce que bien gérée. Et à partir de là, on allait au-delà effectivement de nos compétences en servant, par exemple, je prends un exemple très simple, sur les crèches. Les crèches, on donnait 5,50 € par enfant et par jour à toutes les crèches du département, chose que nous avons été obligés d'arrêter. Ça n'était pas dans nos compétences, on le faisait par générosité sur les résultats qui étaient les nôtres. Là, on ne peut plus le faire. Donc cela, ça a représenté, tout mis bout à bout, toutes ces aides hors compétences, environ 30 millions d'euros plus. Enfin, dans les 30 millions d'euros, vous avez aussi des économies internes qui sont faites. Mais je dirais qu'on est très peu, on a très peu de marge de manœuvre. J'insiste beaucoup sur ce point. Pourquoi? Parce qu'on est déjà un département géré, je dirais, au cordeau. Euh, J'en veux pour preuve que nous avons la masse salariale en France la plus basse par habitant. Donc ça veut dire qu'on fait attention, que voilà, la productivité entre guillemets des agents du département est maximum. Les dépenses de fonctionnement aussi sont les plus basses de France par habitant. Donc vous voyez, c'est un département déjà très bien géré, donc faire encore mieux, c'est pas facile, on essaie, mais en fait la marge de manœuvre est très, très faible. Alors malgré tout, je vais jouer l'avocat du diable. Je disais, ça impacte quand même sur la vie quotidienne des Bien Yvelinois. sûr. Voilà. Comment est-ce qu'on fait après pour se retrouver face à face, vous qui êtes par exemple maire de commune, représentant du département, les gens Mais ont des problèmes dans leur consommation, dans leur vie de tous les jours. ils ont des problèmes, c'est évident, parce que cette augmentation dont je parle, par exemple, sur la taxe foncière, ça représente à peu près un impact de 20% d'augmentation de la taxe au global, puisqu'en fait, la part départementale représente à peu près entre 20 et 25% selon les cas. Alors, c'est effectivement très lourd, d'autant plus que ça s'ajoute quelquefois à des augmentations qu'ont été obligées de faire les intercommunautés ou les communes pour les mêmes raisons, dont on baisse les dotations, dont on augmente le FPIC, le fonds de péréquation des intercommunautés et des communes, et auxquels on rajoute des charges à servir. Tout cela donc, fait que, en fait, on assiste à une espèce de démission, on peut dire, vraiment de démission ou je dirais presque de lâcheté quelque part de l'État, qui en fait transfère cette lourde responsabilité et ce rôle très ingrat d'augmenter les impôts à sa place. Il suffit qu'il nous baisse ce qu'il nous donne, nous on est obligé d'augmenter, et pendant ce temps, il va jouer l'État généreux qui va diminuer légèrement l'impôt sur le revenu en année électorale. C'est pas très courageux et c'est pas très louable comme politique. Alors comment le justifier auprès des gens que nous rencontrons, effectivement, il faut leur expliquer tout cela. C'est très compliqué. C'est compliqué. Donc c'est beaucoup de pédagogie pour qu'ils comprennent qu'en fait l'impôt qu'ils sont en train de payer, en fait on nous a fait jouer le mauvais rôle, mais c'est un impôt entre guillemets, j'allais dire Hollande. C'est-à-dire c'est un impôt du gouvernement qui, tout cela est fait pourquoi? Pour réduire les déficits nationaux et réduire éventuellement notre dette. Je dis bien éventuellement parce qu'on s'aperçoit que la dette nationale continue d'augmenter et que le déficit, lui, est toujours là. En tout cas, les dépenses publiques et les dépenses de l'État continuent d'augmenter. En tout cas, c'est que pour cette année. On peut espérer peut-être que l'année prochaine, s'il y a de nouvelles décisions politiques au niveau de l'État, ce soit différent, ou on peut imaginer on peut espérer une stabilisation. L'État, le gouvernement lui-même a renoncé en 2017 à continuer à augmenter ses prélèvements. Il a renoncé donc à le faire, il a stabilisé le prélèvement qu'il allait faire sur les collectivités locales. Je pense que, quel que soit le successeur de François Hollande, s'il ne se succède pas lui-même, n'aura pas une grande marge de manœuvre. Donc en fait, les collectivités locales seront quand même sollicitées, mais j'espère qu'on s'arrêtera là. Parce qu'on
on est arrivé vraiment au bout de ce qui était possible de faire. Vous vous rendez compte que notre dotation dans les Yvelines, vous compreniez que l'importance, une baisse de 132 millions en l'espace de 4 ans. Ça a commencé en 2013. Hein. On réagit que maintenant, parce que jusqu'à maintenant, on finançait tout ça sur nos réserves. Puis à un moment donné, on ne peut plus. On est obligé d'aller demander, effectivement, euh, aux contribuables de faire la différence. Mais l'importance, c'est 200 on avait 150 millions de, de dotation de fonctionnement. On en aura 13 millions en 2017. Donc on a une baisse de 90 millions environ, de 90%, je veux dire, pas millions, 90% de la dotation qui disparaît. Vous pensez qu'une dotation, ce n'est pas un cadeau de l'État. C'est pour compenser des compétences qui vous ont été déléguées, transférées. C'était le cas au moment de la loi de décentralisation au début des années 80. Eh bien, donc c'est une part que l'État nous doit et décide tout d'un coup de ne plus nous donner. Et il y a quelques mois ou quelques semaines, il y a eu ce rapprochement entre les deux départements. Est-ce que ça va aussi dans cette politique d'essayer de trouver des solutions financières aussi? Parce que, par exemple, vous avez récemment voté la mutualisation dans l'entretien et la gestion des routes, par exemple, des choses comme ça. Ça peut aussi aller dans ce sens-là? Ou alors, est-ce que c'est uniquement une décision vraiment politique? Voilà. Alors, tout à l'heure, vous me demandiez d'ailleurs comment peut-on faire des économies. Après, pour faire des économies, il faut changer nos structures de coûts. Et là, cette fusion à venir entre les Hauts-de-Seine et puis les Yvelines est là pour cela, pour limiter nos coûts tout simplement et nous redonner des possibilités aussi de développement. Il y a une chose assez simple à comprendre. On représente les Yvelines, c'est 10 fois ou voire 15 fois, je crois, la superficie des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est déjà extrêmement contraint. Trouver un terrain disponible pour construire un bâtiment, que ce soit professionnel ou à d'autres usages, c'est difficile. Donc en fait, les Yvelines aussi peuvent permettre, grâce à un territoire immense, d'assurer un développement économique aussi à cette entité. Mais surtout, l'idée, c'est de faire de la mutualisation au travers de sa mutuelle par synergie, et donc pouvoir faire plus à un moindre coût. Donc les Yvelines ne vont pas se faire manger par les Hauts-de-Seine. C'est vrai que quand on voit les territoires, c'est impressionnant. Mais financièrement, alors si on regarde en superficie, c'est l'inverse, on est bien plus fort. Oui, mais... Financièrement, c'est le contraire. C'est vrai que les Hauts-de-Seine sont encore plus riches que les Yvelines, qui est réputé pour être un département déjà bien doté en développement économique, mais les Hauts-de-Seine le sont plus. Donc en fait, si on raisonne dans la corbeille de la mariée, les Hauts-de-Seine apportent plus que les Yvelines. Donc on n'a pas à craindre de cette fusion pour les Yvelinois sur le plan financier, c'est le contraire. Si quelqu'un devait craindre, ça pourrait être effectivement les Hauts-de-Seine, mais ils ne craignent pas non plus. Ils voient bien que on est géré au cordeau, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Donc financièrement, c'est une bonne chose. Mais en même temps, je voudrais profiter de votre question parce que autant dans des milieux urbains comme à Saint-Quentin en Yvelines, où finalement la ressemblance est forte entre les Hauts-de-Seine et puis la partie est des Yvelines, assez urbaine. Donc là, il n'y a pas de gêne dans cette fusion. Par contre, pour le milieu rural, quelquefois, ça fait peur. On se dit, on va se marier avec l'urbanité. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va venir nous construire des immeubles en plein dans la pampa des Yvelines, dans nos champs? Non, pas du tout, bien entendu. La place dans nos zones plus industrielles, comme il y en a en Vallée de Seine, comme il y en a effectivement en Ville-Nouvelle, on a encore largement de la place pour effectivement assurer ce développement. Et donc, il n'est absolument pas question de remettre en question la ruralité. Par contre, la ruralité ne vit en Yvelines que grâce à la solidarité avec le monde urbain. C'est tout le rôle du département, c'est de créer cette solidarité financière. Et bien, cette solidarité s'exercera aussi avec le monde urbain des Hauts-de-Seine. Donc c'est au contraire une poire pour la soif pour le monde rural, pour son avenir. On continue cet hebdo politique avec Laurent Richard. L'hebdo politique sur Sensation. Vous faites partie du conseil syndical Yvelines Numérique qui a été créé en mai dernier. Alors vous parliez justement de la ruralité. Pourquoi est-ce si important pour notre département d'être aussi bien couvert et de développer ce haut débit sur le territoire?
Alors justement, le Yvelines Numérique, donc c'est un syndicat mixte ouvert que le département a créé. Mixte ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement des membres du département, mais il y a aussi donc la région qui appartient, l'État, entre le département et lui-même membre, avec les intercommunalités du département. L'objectif, c'est pouvoir effectivement apporter le très haut débit dans toute la partie rurale, qui n'est pas essentiellement rurale, parce qu'il y a même des parties un petit peu urbaines qui ne sont pas assurées par les grands opérateurs. Donc ce qu'on appelle et ce qui est en dehors de la zone AMI. Elle s'appelle comme ça, la zone opérateur. Et les autres, donc, sont dépourvus de possibilités de très haut débit. Donc on a décidé déjà il y a plusieurs années de combler cette différence, que le département intervienne pour apporter ses équipements. Et donc on a créé une ligne numérique pour effectivement lever les moyens d'y arriver et mutualiser ces moyens entre l'État, la région, le département et les intercommunalités. C'est pourquoi? C'est pour faire la jonction justement entre la ruralité, l'urbanisation, Alors, moderniser toutes c'est ces, bien entendu pour ces permettre à la territoires perdus. ruralité, si vous voulez, les rares possibilités de développement économique de la partie rurale, elles sont peu nombreuses, elles sont rares, comme je le disais, c'est-à-dire que le très haut débit est une solution aussi pour le monde rural. Je prends un exemple, le télétravail, donc éviter toutes ces mobilités parfois inutiles, alors que l'on peut passer peut-être une journée, 2 journées par semaine chez soi pour un cadre, sans être obligé de se déplacer à son bureau et faire. Mais pour cela, il faut souvent le très haut débit pour le faire dans de bonnes conditions. Je pense à tous ceux qui sont des auto-entrepreneurs ou des professions libérales ou des TPE qui ont des gros fichiers aussi À envoyer. à envoyer, et qui ne soient pas obligés de rejoindre des zones urbaines pour le faire et pour y créer un bureau ou pour pouvoir transmettre leurs données ou les recevoir. Donc tout cela peut se faire à distance. On peut très bien être une entreprise high-tech au fin fond des Yvelines comme on peut l'être à la Défense. Avec le très haut débit, c'est tout à fait possible. Donc c'est Et puis garder un nécessaire. contact aussi personnel avec la famille, avec aussi Alors, en plus, bien sûr, dans la vie n'en privée pour pas parlons être pas, complètement tout ce qui est bien sûr, tout ce qui facilite la communication privé. pour les gens qui sont éloignés, Mm. et privés, bien sûr, c'est tout à fait favorable. Mais sur le plan économique, c'est fondamental. Et rien ne l'aurait fait si le département s'y était pas collé, si j'ose dire. Euh, les habitants du département ont appris il y a quelques temps que si Paris obtient l'organisation des JO de 2024, les Yvelines pourraient accueillir 4 épreuves. Le golf, le cyclisme, le VTT, l'équitation. Alors on en est encore loin, il faut encore que Paris ait l'autorisation, ce qui n'a pas été le cas les dernières fois. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle pour le département? Nous qui habitons le département, on n'arrive pas à savoir. Ça va être certainement une belle fête, mais ça va nous coûter aussi. Oui, alors ça nous coûte, mais ça nous coûte de façon limitée. Je pense que ce que ça apporte est beaucoup plus fort. Parce que N'oubliez c'est pas des que, installations qui existent déjà, c'est ça? d'une part, on utilise des installations qui existent déjà, mais je vais prendre un exemple puisqu'on est à Elancourt. Ouais. On a voté le 14 octobre dernier, on a voté un projet de subvention, parce que c'est un projet, dans la mesure où il faut attendre, bien sûr, que Paris soit sélectionné. Voilà. Si Paris est bien C'est ce sûr que j'ai dit, sélectionné, à ce moment-là, bien sûr, cet investissement se déclenchera. Mais par exemple, pour accueillir les épreuves de VTT, aussi bien pour les Jeux Olympiques que Paralympiques, il faut investir, on a évalué à 6 millions l'investissement nécessaire à Elancourt, sur la colline d'Elancourt, pour faire ces épreuves de VTT. Ces 6 millions seront partagés à part égale entre 4 partenaires, le département, la région, l'État et la communauté de communes Saint-Quentin en Yvelines, la communauté urbaine, pardon, Saint-Quentin en Yvelines. Donc c'est 1,5 million en fait sur les 6, déjà ce n'est que le quart, si j'ose dire, et en même temps ça améliore considérablement l'attractivité des Yvelines. Les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement mondial. L'attractivité du département, elle a souvent été touristique, c'est-à-dire les alors, gens qui vont venir. sur le plan touristique, les entreprises aussi entreprises. qui s'aperçoivent que les Yvelines, ça Ça bouge. existe, c'est dynamique, c'est identifié et identifiable, et c'est important. Donc les retombées économiques sont souvent bien plus importantes que le coût, et surtout dans des cas comme celui-ci. Alors pour d'autres activités, ce serait la même chose. On a quand même aussi des bases assez importantes, hein. Regardez, quand on regarde le vélodrome, Oui, par voilà. exemple. En équitation aussi, on a des possibilités dans le parc de Versailles magnifiques. Donc
non, je crois on est bien placé De toute façon, il faut, pour certaines épreuves. comme on disait, il faut attendre un petit peu avant de savoir si Paris est retenu ou pas. Voilà, il ne faut pas se réjouir trop vite. Au niveau national, on s'approche doucement mais sûrement du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Première question, allez-vous voter? Deuxième question, si vous pouvez nous le dire, est-ce que vous soutenez un des candidats qui se présente? Je vais pouvoir répondre aux deux questions. Bien sûr que je vais aller voter et j'encourage, je dirais, tous ceux qui se reconnaissent quand même dans les valeurs qui sont défendues par le centre et par la droite de venir voter. Ils sont quand même extrêmement nombreux. Non seulement je vais voter, mais en plus, je crois qu'en fait, c'est une occasion extraordinaire qui nous est donnée de pouvoir choisir notre candidat, chose qui n'était pas tout à fait le cas dans le passé. Alors, pour qui vais-je voter? C'est tout à fait clair. J'ai donné mon parrainage, puisqu'il fallait donner des parrainages, Absolument. comme ça le fait pour l'élection présidentielle, on le faisait pour les primaires. J'ai donné mon parrainage à François Fillon dès le mois de mai, dès la fin mai. Donc, c'est déjà loin. Et ben, je m'en réjouis. D'ailleurs, je vois qu'il se débrouille plutôt bien. Et que Même s'il n'est pas très bien placé dans il les... n'est pas extrêmement bien placé, faut être honnête, mais il a parfaitement une chance d'être au second tour. Et cette chance, il est en train de la courir, donc c'est excellent. Alors, Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que c'est le programme. Bon, vous avez compris que moi, l'économie est un domaine qui m'intéresse et sur lequel j'ai toujours travaillé. Donc, c'est son programme économique qui me paraît euh, le plus fort, celui qui prendra les mesures les plus fortes, on peut le dire, les plus significatives, pour, je dirais, donner un peu un coup de pied dans la fourmilière et pour que les choses changent vraiment. C'est-à-dire qu'on retrouve une certaine liberté d'entreprendre, un certain goût d'entreprendre et un certain goût aussi, je dirais, d'apprendre et de revivre, se sentant un petit peu plus libéré. Alors, c'est une belle opération démocratique, effectivement, ça permet aux gens de voter, mais ça fait aussi des débats très houleux. Les candidats ne se gênent pas pour vraiment se battre entre eux. Est-ce que ça ne va pas laisser des traces dans le parti derrière? Est-ce que tout le monde va pouvoir se réunir ensuite sans problème derrière le candidat qui va être choisi? Écoutez, pour l'instant, je ne suis pas très très inquiet sur cette question. On Ils a se vu sont tous engagés déjà à respecter les résultats. Ils se sont engagés publiquement dans le premier débat. C'est pas des discussions lisses Non, c'est et vrai, sans, mais sans langue de bois. chacun est obligé de marquer sa différence. Mais enfin, on n'en est pas au point, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on n'en est pas là. Bon, bon, ça peut laisser quelques petites traces, mais je crois que chacun est obligé de défendre sa position, parce que dans un gouvernement, ensuite, en espérant qu'il y ait une alternance, bien sûr, au mois de mai prochain, dans une alternance, chacun aussi pourra avoir un certain poids sur la politique de ce département. Donc c'est normal qu'il essaye de défendre le plus ses positions, ses apports, je dirais, au programme à venir, en leur donnant la plus grande popularité possible pour assurer un poids dans le prochain gouvernement qui soit significatif. Et vous prenez le cas de François Fillon, même s'il n'est pas le mieux placé aujourd'hui, il peut jouer un rôle fondamental. Plus son score sera effectivement fort, plus il aura été effectivement approuvé par les Français, et plus son influence sera forte pour l'avenir. Dans la mise en place des idées, parce qu'il a quand même dit qu'il ne voulait pas de poste Oui, particulier. oui, Il veut non, plus dans être la Premier mise ministre, en il veut place plus être dans la ministre. mise en place des idées, mais il sera quand même député, donc Oui. il aura quand même sa place dans le débat politique, et ses options pourront effectivement avoir une place sans doute plus large, et c'est envoyer aussi un message au prochain président de la République, euh, si ça n'était pas François Fillon, j'entends bien. Est-ce que à quelques mois d'échéances aussi importantes, est-ce que vous qui êtes un acteur politique local, est-ce que la dynamique ne se baisse pas un petit peu justement? Est-ce que les décisions ne sont pas un petit peu elles sont pas un peu moindres? Est-ce que cette mécanique française de la politique où il y a régulièrement des élections n'est pas mauvaise? C'était le cas dans le passé, on l'a souvent constaté, et cette fois, j'allais dire pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, elles sont déjà fortement ralenties, c'est-à-dire que les projets sont au minimum. Vous vous rendez compte que dans Justement cette pour des période questions drastique, de crise. justement, mais oui, pour des questions de crise très fortes,
pour les collectivités locales, où nos moyens sont plus que comptés, sont extrêmement comptés, extrêmement faibles. Bon, mais en fait, on était déjà dans une situation un petit peu, non pas bloquée, mais extrêmement ralentie. Et la deuxième raison, c'est que je pense difficilement qu'il puisse sortir des urnes quelque chose de pire que notre situation actuelle, sans faire de pronostic immédiat. Donc, il y a un grand espoir d'alternance. Cette espérance, au contraire, donne plutôt des ailes que l'effet inverse. Donc, je ne vois pas d'effet de ralentissement. C'est déjà très ralenti et ça ne peut qu'au contraire s'accélérer un peu. S'il nous écoute, ce qui m'étonnerait, que diriez-vous au président de la République actuel ? Est-ce qu'il faut qu'il se représente ? Est-ce qu'il faut qu'il laisse sa place ? Non, Que doit faire François Hollande ? Je pense que s'il a doit dominer dans sa réflexion le respect qu'il a pour la fonction qu'il occupe. Et le respect qu'il a pour la fonction qu'il occupe voudrait qu'il se retire. C'est une façon un peu gaulliste de voir les choses, mais c'est vrai que quand on n'a plus l'approbation de la population, quand on n'a plus son soutien, et quand c'est à ce point-là, je crois qu'il est raisonnable de se retirer. Même si dans votre camp, un ancien président qui avait été battu se représente à la primaire. Oui, mais c'est de la tactique, tout simplement. Monsieur Hollande a été déjà élu par défaut. Il ne chercherait qu'à être élu de nouveau par défaut. Vous appelez ça une campagne de conviction ? Vous appelez ça un homme de conviction qui a une ambition politique pour son pays ? Non, on n'est que dans des calculs pour saisir des opportunités, des configurations politiciennes qui pourraient vous permettre d'être dans une bonne position, par exemple grâce à un anti-sarkozysme important qui pourrait à ce moment-là favoriser de nouveau la gauche aux prochaines élections. C'est vrai que ça pourrait être un facteur, mais ce sont des facteurs politiciens, ça. Où en sont les convictions, les programmes et le projet pour le pays, le redressement du pays. C'est ça qui doit primer. Donc bon, il faut se résoudre aux réalités. Et c'est ce que je dirais à François Hollande si j'avais la possibilité de le rencontrer. Ou s'il nous écoute, pourquoi pas ? Ou s'il nous écoute, exactement. Merci beaucoup, Laurent Richard, d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Merci à vous. L'hebdo politique.